Salut à tous, c'est Laurine et Mickaël. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo bilan de notre voyage en Argentine. On y est resté 26 jours du 23 septembre au 19 octobre 2023. Dans cette vidéo, nous allons voir le budget, les transports, les repas, les activités qu'on a fait et plein d'autres choses. L'Argentine étant un très grand pays, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Cette vidéo est vraiment un retour d'expérience de notre voyage. Si vous avez d'autres retours à nous faire, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Peut-être que certains avis seront pas forcément partagés par la communauté, mais comme je disais, c'est notre retour, c'est notre avis. Donc voilà, c'est notre voyage en tout cas en Argentine. Pour commencer par l'itinéraire, qui est l'élément, je pense, le plus important quand on souhaite voyager en Argentine, parce que c'est un pays très grand, il faut choisir des points qui sont les plus intéressants possibles. Nous, au préalable, on venait de la Bolivie, donc on a choisi de partir vers le nord pour aller ensuite vers le sud et pour remonter. Donc on a pris un bus pour aller à Salta et on y est resté une journée. Ensuite, on a loué un pick-up et on est parti vers San Antonio de los Cobres pour aller voir plutôt les parcs nationaux. Nous avons pris un avion pour aller jusqu'à Buenos Aires. C'est faisable en bus, mais c'est quand même beaucoup plus pratique en avion. On est resté 4 jours à Buenos Aires. Ensuite, on a pris de nouveau un avion pour aller à Puerto Madryn pendant 4 jours pour aller voir les baleines et les éléphants de mer et toute la faune maritime qu'il y a là-bas. On est parti dans la ville la plus au sud du monde qui est Ushuaia pendant 3 jours. À chaque fois, on a fait des déplacements en avion parce que ça permettait de gagner du temps. Mais si vous avez le temps, vous pouvez prendre des bus, ils sont également très fonctionnels. On est parti ensuite à El Calafate et après on a pris un bus pour aller à El Chaten. Nous sommes restés 2 jours à El Calafate et on a fait 4 jours à El Chaten. On est reparti d'El Calafate parce que c'est là où il y a l'aéroport pour aller à San Carlos de Bariloche où on y est resté 4 jours, on a profité pour se reposer. Et enfin, on a fini par une dernière journée à Iguazu, côté Argentine, avant de passer au côté Brésil. Je vous mettrai directement l'itinéraire complet sur la carte, ça vous permettra de voir un petit peu ce que l'on a fait. C'est un itinéraire que je trouvais assez optimisé parce que ça nous a évité pas mal de vols avec des escales, mais globalement, en fonction de ce que vous voulez faire, vous n'allez pas forcément passer par les mêmes endroits. Avant de parler du budget, il faut absolument que je puisse vous expliquer comment fonctionne un petit peu le système monétaire parce qu'on a eu quelques difficultés au début à le comprendre. On a le taux officiel et on a le taux officieux. Alors je vais vous montrer quelques sites pour que vous puissiez mieux comprendre. Ici sur mon écran, vous avez le taux officiel entre l'euro et le peso argentin. Vous pouvez le faire avec de l'art américain, vous pouvez le faire avec de l'euro sterling ou toute autre monnaie forte, vous verrez, c'est à peu près la même courbe. Sur un an, le taux il est passé ici de 157 à 370. Là, on parle du taux officiel, c'est-à-dire que si vous faites changer sur Internet ou dans votre banque, c'est le taux qu'on va vous proposer. Mais il existe en fait un taux officieux. Et ce taux officieux, il est encore beaucoup plus impressionnant. Si on regarde sur la même période, donc on se fait sur un volume de 1 an, on voit qu'ici on est parti de 305 pour aller jusqu'à plus de 1100. Nous, entre le moment où on est arrivé et le moment où on est reparti, on est passé à peu près de 780 à un peu plus de 1000. Si jamais vous faites changer au taux officieux, vous le faites changer dans la rue et vous allez avoir un pouvoir d'achat qui est beaucoup plus important. Et en fait, c'est devenu indispensable, sinon vous allez voir que les prix sont complètement démesurés. Vous êtes obligé de passer par ce taux officieux en permanence, vous en tant qu'étranger. Même si c'est illégal, c'est le seul moyen de pouvoir s'en sortir. Pourquoi le taux officieux est aussi élevé? Tout simplement parce que les Argentins ont besoin de récupérer du dollar américain, ils ont besoin de récupérer de l'euro pour garder leur pouvoir d'achat sur le long terme et surtout pour pouvoir payer leurs factures. Nous, la solution qu'on a trouvée, parce que changer dans la rue, c'est bien, mais il faut changer des petits montants, il faut avoir de l'argent en cash. On n'est jamais arrivé à retirer du dollar américain. On a fait plusieurs banques et à chaque fois que vous avez un distributeur qui propose de retirer du dollar américain, il est tout de suite vidé parce que tout le monde se saisit dessus de cette opportunité. Donc nous, on est passé par Western Union. Alors, j'aime pas forcément Western Union pour tout un tas de raisons et après on pourra en parler dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Mais globalement, ils proposent le taux officieux. Donc, c'est-à-dire que vous envoyez de l'argent sur Western Union et vous le faites retirer à votre nom en pesos argentins. Et là, actuellement, on voit que le taux il est de 1 euro pour 918 ARS, donc 2 fois et demi à peu près le taux officiel. Et on n'est pas tout à fait sur le taux officieux, on est un peu en dessous du taux officieux. Mais en général, c'est un taux qui est quasiment aussi bon que dans la rue, voire des fois même au-dessus dans la rue. Par contre, les Western Union, c'est juste une catastrophe pour aller récupérer votre argent. Ils sont ouverts pas très longtemps, ils n'ont pas beaucoup de cash, il faut aller souvent dans les centrales. Donc si vous avez l'occasion, passez plutôt à Buenos Aires pour récupérer votre argent. Et après, essayez d'en garder un maximum le plus possible sur le reste de votre voyage. On va continuer maintenant sur les montants.
Donc au niveau de la conversion, pour que ça soit plus simple, on va prendre le dernier montant qu'on a eu. Donc c'est-à-dire que 1000 pesos argentins valent 1 euro. C'est beaucoup plus simple pour la conversion. Pour le visa, on n'a pas eu besoin de le payer. Il est gratuit pour les Français pour 90 jours de visa touristique. Et vous n'avez pas besoin de faire des démarches en avance. Vous pouvez arriver directement sur place et le demander, ce qui est vraiment très pratique. Au niveau des hôtels, on en a eu pour 750 euros au total. Mais par exemple, un logement à Salta pour une nuit va coûter 25 000 ARS, donc 25 000 pesos argentins, soit 25 euros. Et après, on a des logements qui nous ont coûté quand même beaucoup plus cher. En fait, ça dépend vraiment des endroits, mais vous pouvez trouver des logements à partir de 15 euros par nuit avec le taux officieux, à des logements qui vont vous coûter vraiment très cher si vous êtes sur le taux officiel. C'est pour ça que le bon plan, c'est de réserver sur Booking et de payer en liquide sur place. Comme ça, au moins, vous bénéficiez du taux de change. Un repas pour deux personnes, c'est entre 7 et 10 000 pesos, donc entre 7 et 10 euros. Une bière dans un bar, c'est à peu près 1200 pesos, donc 1,20 €. Et après, si vous les achetez en magasin, on est plutôt aux alentours des 700 pesos, donc 70 centimes d'euros. Au niveau de la carte SIM, on l'a payé 6000 pesos par personne pour avoir 25 gigas pour un mois avec l'opérateur Claro. Au niveau des transports, c'est ce qui nous a coûté globalement le plus cher en Argentine parce qu'on a fait le choix de prendre un avion et de ne pas prendre des bus. Donc ça nous a coûté 1900 euros pour notre mois là-bas. On a dépensé 165 000 pesos argentins dans une assurance de location plus dans la location d'un Ford Ranger pick-up chez Hertz à Salta. Et on a dû rajouter 32 000 d'essence, donc 32 euros d'essence pour tous nos trajets, ce qui n'est pas très cher. L'essence n'est pas très cher globalement si vous êtes auto-officieux. Quand je vous donne les montants, faites la conversion auto-officielle et vous verrez que ça devient tout de suite beaucoup plus cher. On a loué également une autre voiture chez Santoro à Puerto Madryn pour 116 000 pesos argentins, plus 10 000 d'essence. Le métro à Buenos Aires, il faut que vous preniez une carte de base que vous allez recharger. La carte de base coûte 670 pesos. Elle est valable pour plusieurs personnes. Et après, chaque trajet coûte 80 pesos par personne. Donc, c'est vraiment pas cher au niveau des trajets. On a également pris un combini pour aller dans le parc national d'Ushuaia, dans les parcs des terres de feu, tout simplement parce qu'on ne peut pas y aller en Uber. Et là, c'est 8000 par personne, ce qui est assez cher pour le temps de trajet. Et après, au niveau de El Calafate, vous êtes obligé de passer par un taxi. Vous n'avez pas le choix, il n'y a pas de réseau, on vous bloque. De toute façon, les taxis sont obligatoires là-bas, c'est une compagnie. Et le prix n'est pas négociable. C'est 9000 pour aller dans le centre-ville, c'est comme ça. Et c'est qu'un système de ticket qui n'est pas forcément très bien fait. Le bus pour aller de El Calafate à El Chaten, on a payé 9800 pour l'aller et 15 000 pour le retour par personne. Là, les chiffres que je vous donne sont en pesos argentins, sachant qu'entre le moment où on est arrivé et le moment où on est reparti, on avait déjà vu l'augmentation des prix. Et si vous regardez au niveau des menus des restaurants, ils ont fait quasiment entre x3 et x4 en 6 mois au niveau du pesos argentin. Ça n'a pas changé grand-chose, nous, parce que du coup, le taux officieux évolue en même temps. Mais globalement, pour les Argentins, c'est vraiment une catastrophe. Donc, les montants que je vous donne, prenez-les plutôt en termes d'euros plutôt qu'en pesos argentins, parce que sinon, quand vous allez arriver, peut-être dans 3 4 mois, ça aura déjà peut-être fait x2 ou x3. Mais ça sera maintenu, c'est que le taux officieux aura augmenté encore. Le taxi pour aller de Bariloche à l'aéroport, on l'a payé 5000 parce qu'on l'a partagé avec une personne. On a pris également un taxi aller-retour pour aller aux chutes d'Iguazu qui nous a coûté 12 000. Au niveau des activités, ça nous a coûté 500 euros d'activité et à côté, on a rajouté 900 euros d'autres petites choses, d'achat, de nourriture, du quotidien. C'est des choses qu'on ne compte pas forcément parce qu'on retire de l'argent et on le dépense un peu au fur et à mesure. Mais il faut plutôt être dans cette zone-là. Par exemple, l'entrée au jardin japonais à Buenos Aires, c'est 690 pesos par personne. Pour l'entrée au parc national de la péninsule de Valdés, c'est 7200 pesos par personne. Et il faut rajouter 700 pesos pour la voiture. L'entrée au parc de Punta Tombo, qui est en dessous de la péninsule de Valdés, là où vous avez les manchots, c'est 5400 pesos par personne. Et pour aller voir les baleines, on est à 46 000 pesos par personne. Et là, on est sur des montants qui sont quand même assez chers pour 1 heure et demie pour aller voir les baleines. Au niveau du catamaran,
à Ushuaia, dans la péninsule de Valdès, on a payé 28 000 par personne. On a loué également des crampons pour aller faire une randonnée près de Ushuaia. Pour une personne, c'était 3 850 pesos, donc pas très cher pour une journée. On a loué des bâtons de marche à El Chaten qui nous ont coûté 3 800 pour une journée pour deux paires de bâtons. On a également payé l'entrée à Iguazu qui est à 20 000 par personne côté Argentine, plus 33 000 par personne pour le bateau. Donc on a des excursions qui sont quand même assez chères, je trouve, au niveau de Perito Moreno, au niveau d'Iguazu et au niveau de la péninsule de Valdés. Je trouve que les prix sont un petit peu exagérés, et surtout pour les Argentins. Quand on en parle avec eux, bah, y en a plein qui peuvent même pas faire ces activités-là parce que c'est devenu beaucoup trop cher pour eux. Et au total, ça nous a fait un budget de 4100 euros pour deux, soit 78 euros par jour et par personne, sachant que vous pouvez optimiser en faisant vos propres courses, en prenant le bus, en ayant des logements qui sont de moins bonne qualité et en faisant moins d'activités. Mais après, ça devient quand même compliqué d'avoir un budget tout petit sur un pays qui est aussi grand, à moins de passer vraiment des journées dans les transports. La seconde catégorie dont j'avais envie de vous parler, c'est la nourriture qui est quand même très riche en Argentine, avec, je pense, les empanadas qui est la chose qu'on va retrouver le plus souvent. Ce sont des petits pains dans lesquels on va retrouver, ça peut être du poulet, de la viande, du fromage, des légumes. Il y en a de toutes sortes qui sont vraiment très bons et en général, ça coûte à peu près 1 euro, plus ou moins en fonction de l'endroit où vous allez, s'ils sont faits maison et autres. Et ça, c'est hyper bien quand vous avez une petite faim, vous en attrapez quelques-uns, c'est hyper agréable. Après, l'Argentine est quand même connue pas mal pour sa viande. J'ai été un petit peu déçu pour être totalement transparent avec vous parce que c'est de la viande qui est correcte, elle est bonne, elle n'est pas exceptionnelle. On a des viandes qui sont vraiment meilleures en France et là, c'est pas histoire d'être chauvin, c'est vraiment une histoire de goût. Et pourtant, on a fait des très bons restaurants en termes de viande. On a mangé du bife de chorizo en entrecôte, on en a mangé 3 ou 4 pour avoir un petit peu un point de comparaison. On a mangé également de l'assado des tiradas, qui est un plat de côte de bœuf. Donc là, on avait l'entrecôte avec le buffet de chorizo et l'assado qui est le plat de côte. Ils ont également du saumon blanc dans certaines zones. Alors, l'interdiction d'élevage, elle arrive fin 2023. C'est l'un des premiers pays du monde où ils vont interdire l'élevage de saumon blanc. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Ça fait quand même assez longtemps que ça a été voté, cette loi, mais elle devrait rentrer en vigueur fin 2023. Voir s'ils vont l'appliquer ou pas. Dans les choses que je trouvais assez positives, c'est un petit peu comme en Espagne, quand vous allez au restaurant, dans un restaurant qui est un petit peu correct, on va vous offrir en entrée du pain avec du beurre, de l'huile ou deux, trois petits accompagnements, et c'est compris directement dans le plat, dans votre note, et c'est globalement assez agréable. Bien sûr, on vous facturera le service à côté, ça fait partie des choses, mais je trouve ça assez agréable pour vous faire une petite mise en bouche. Au niveau de la nourriture, elle est globalement assez variée dans les grandes villes. Par contre, vous avez peu de légumes. En un mois, on a quasiment pas mangé de légumes parce qu'il y en a quand même très peu. Et on a croisé des gens qui étaient végétariens qui nous disaient que c'était vraiment compliqué pour eux de trouver justement des plats parce que dans tous les plats, il y a de la viande et c'est très riche en général. J'ai beaucoup aimé le fait que sur les paquets de gâteaux et autres, vous ayez des indications où ça soit écrit riche en sucre, riche en gras, euh, tout ce qui est mauvais pour la santé. Vous avez vraiment des gros carrés noirs dessus. Je vous mettrai une photo pour que vous puissiez bien comprendre comment ça s'affiche. Et au moins, vous savez à quoi vous attendre. Et c'est vraiment explicite sur l'étiquette. Je trouve ça très bon d'un point de vue sanitaire. En tout cas, qu'ils soient arrivés à mettre ça en place. Au niveau des plats qu'on a bien aimé manger un petit peu à la campagne, on a les cazuelas. Ce sont des petites cocottes avec des légumes et de la viande mijotée à l'intérieur. En fonction de l'endroit où vous êtes, si vous êtes plutôt dans le nord, ça risque d'être de la viande plutôt d'alpaga, donc des pays comme la Bolivie et le Pérou. Et après, si vous êtes plutôt dans le sud, ce sera du poulet ou du bœuf qui sera mis autrement, mais c'est très très agréable pour manger ça. Et dans le nord, ils ont un peu les coutumes qu'on retrouve en Bolivie, avec souvent une soupe en entrée avant votre plat, qui fait office d'entrée pour que vous puissiez vous réchauffer. Dans les petites choses à manger un petit peu sucrées qui sont sympas, vous avez le dulce leche qui ressemble à du caramel beurre salé, qu'on a acheté en pot et qu'on a tartiné sur le pain le matin, qui est très agréable, qui est très bon. Et vous retrouvez aussi dans certaines villes du chocolat chaud qui est fait maison. À Bariloche, ils sont vraiment reconnus pour leur chocolat. Et après, dans le sud, vous pouvez en retrouver aussi. Après une bonne marche, c'est quand même super agréable.
Au niveau des vins, c'est plutôt le vin rouge de Mendoza qui est connu. Il n'est pas mauvais, il n'est pas exceptionnel par rapport au vin effectivement qu'on avait en Bolivie ou au Pérou qui était immonde. Bah là, ça fait vraiment une vraie différence. Mais après, il est bon, voilà, pas des bouteilles exceptionnelles. Et je trouve que les bouteilles sont quand même très chères dans les restaurants, même si c'est du vin de chez eux, ce qui est quand même assez dommage. Au niveau de la nourriture, c'est globalement assez pauvre à la campagne. Autant sur les villes, on a vraiment des choses qui sont variées, autant à la campagne, c'est vraiment compliqué. On est vraiment proche des repas en Bolivie. On était plutôt vraiment à la campagne sur la partie nord du pays. Donc la partie sud, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais c'est plutôt sur cette partie-là. Et je trouve que de manière assez globale, l'eau en général, elle n'est pas potable. Et quand vous en parlez avec les locaux, la plupart vous déconseillent de la boire directement pour éviter de tomber malade. Ce qui est quand même assez dommage pour certaines villes qui sont quand même assez développées, comme Buenos Aires, de ne pas avoir de l'eau potable que tout le monde puisse boire directement au robinet. Si jamais vous voulez faire vos courses, je vous conseille le magasin La Anonyma, qui est un peu un équivalent de Carrefour, dans lequel vous retrouvez tout ce dont vous avez besoin pour vous faire à manger dans votre logement. Au niveau des logements, alors globalement ils sont quand même de qualité, avec un chauffage qui est assez fort, donc vous n'aurez pas forcément froid quand vous allez à votre logement. Les équipements sont à peu près corrects, on n'est pas sur des choses trop bas de gamme par rapport à d'autres pays. Après, là où j'ai un bémol, moi, sur les logements, c'est surtout au niveau des prises électriques qui sont vraiment pas conventionnelles. Il n'y a que deux pays dans le monde qui utilisent ce type de prise électrique. Vous avez la Nouvelle-Zélande et l'Argentine. Ce qui fait que les adaptateurs universels n'ont pas ces connectiques-là. Heureusement, on avait récupéré en Nouvelle-Zélande, qu'on a gardé. Mais ça devient vite galère, vous êtes obligé d'empiler deux adaptateurs l'un sur l'autre pour les faire fonctionner. Et franchement, c'est pas l'idéal. Pareil, le système de douche, vous avez du mal à régler la température parce que c'est souvent un pommeau avec un pommeau électrique au-dessus qui va chauffer l'eau en temps réel. Et si vous avez la chance de ne pas choper le jus en mettant votre doigt quand vous réglez l'eau, voilà, ils n'ont pas de ballon d'eau chaude, et ça dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud. Et du coup, c'est vraiment pas cool. Et dans la partie sud du pays, nous, on l'a pas eu trop dans la partie nord, il y en a qui l'ont eu dans la partie nord, mais vous pouvez pas jeter le papier toilette dans les WC, vous êtes obligé de le jeter dans une poubelle parce que l'évacuation ne se fait pas correctement. Et j'avoue qu'on a un peu de mal avec ça, surtout après avoir passé pas mal de temps en Asie où c'est des douchettes et ce genre de choses. Pas trop fan en termes d'hygiène de cette pratique-là. Surtout quand vous restez quelques jours dans un logement, je trouve ça pas fou. Mais voilà, c'est notre vision des choses en tout cas sur les logements qui sont quand même assez corrects pour les prix si vous les payez en auto-officieux. Si vous les payez auto-officiel, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Au niveau des transports, qui est un élément extrêmement important parce que l'Argentine est un pays qui est juste immense en termes de taille. On n'a vraiment pas l'habitude de ça en France. Nous, on a préféré prendre l'avion, qui est le moyen le plus simple. Vous avez des compagnies aériennes, vous en avez deux, trois, mais c'est Aerolinas de mémoire qui dessert comme le plus. Regardez bien les vols parce que vous avez certains directs pour éviter de repasser par Buenos Aires, parce qu'il y a plein de vols qui repassent par Buenos Aires, donc vous perdez quand même beaucoup de temps. Mais globalement, la plupart des avions qu'on a eu, ils étaient en retard. En fait, ils sont quasiment jamais à l'heure. Alors, est-ce que c'est nous et notre chance? Parce que certains autres ont pris l'avion, nous ont dit bah, ils étaient jamais en retard. Mais nous, quasiment tous nos avions étaient en retard, donc c'était quand même pas super agréable. Après, au sein des grandes villes, vous pouvez utiliser Didi ou Uber par exemple, sachant que ces applications sont totalement illégales parce qu'elles sont décriées par le gouvernement. Et donc, les gens sont obligés un peu de se cacher. En fait, à Ushuaia, ça en est arrivé à un point que vous êtes obligé de vous asseoir à l'avant et pas à l'arrière, de peur qu'ils se fassent contrôler. Et nous sommes arrivés qu'on se fasse contrôler par la police et que le chauffeur soit obligé de raconter une histoire pour dire qu'on était amis ou je ne sais quoi et qu'il nous déplaçait. Donc non, non, c'est vraiment hyper désagréable. Ils sont obligés de vous laisser un petit peu loin. Il y a un vrai lobby en fait des taxis qui sont en plus franchement d'une mauvaise qualité. Donc il n'y a aucune raison. Mais je vous invite vraiment, si vous avez besoin, à utiliser Didi qui est moins cher que Uber déjà. Si jamais il n'est pas disponible dans la ville, passez par Uber et au moins vous aurez quelque chose de tracé et ça vous coûtera moins cher aussi. Au niveau des routes, sur les grands axes, on est sur du bitume qui est de plutôt bonne qualité. Par contre, dès qu'on en sort, on est sur la terre battue. Et là, ça devient vraiment compliqué. Aux alentours de Salta, on est quasiment que sur la route de terre battue. Et vous avez même des routes comme la route 40, où si vous allez dessus, on vous dit tout de suite, attention, l'assurance vient vous récupérer sur cette route-là si vous tombez en panne, uniquement de 9h à 17h. Et il faut avoir un pick-up pour aller là-bas. Et effectivement, quand on la voit, il y a vraiment des trous partout, ça monte, ça descend, c'est plutôt du chemin de moto d'enduro.
que j'adore, moi ça m'allait très bien. Mais il y a plein de routes comme ça. Par exemple, vous avez la péninsule des Valdès, c'est pareil, c'est de la terre battue. Si jamais il pleut, bah, il y a des grosses ravines et donc vous pouvez même pas passer. Donc ouais, il y a plein d'endroits où on est encore sur de l'off-road plus que de la route normale. Et surtout, ça manque énormément de signalétique. Vous savez jamais à quelle vitesse il faut rouler. C'est vraiment une vraie problématique. Vous avez, il vous manque plein de directions, plein d'indications. Et il manque beaucoup de signalétique de partout en Argentine de manière assez globale. Et le problème, c'est que les Argentins ne respectent pas du tout les limites de vitesse ni les priorités. Le nombre de fois on a fait cartonner, mais c'est juste astronomique en fait. Que ce soit des priorités à droite, que ce soit des feux, que ce soit, comme je disais, les lignes de vitesse où vous avez un gros panneau 80, les gens vous doublent tous à 120. Vous êtes à 80, même les camions vous doublent en fait. Et ça, c'est hallucinant. Vraiment, il n'y a aucun respect des limites ou de la signalétique qui peut y avoir, du peu de signalétique qui peut y avoir, ils ne le respectent pas. Donc, il faut vraiment faire attention si vous roulez là-bas et prenez bien les assurances parce qu'elles sont pas très chères. Et nous, par exemple, on s'est pris des cailloux sur le pare-brise qui a fissuré le pare-brise et on était bien content de l'avoir parce que du coup, ça nous a strictement rien coûté. Au niveau des habitants dans les grandes villes, vous avez quelques personnes qui vont parler l'anglais, donc vous pouvez échanger avec elles, ce qui est quand même assez agréable. Et en ville, de manière globale, les gens sont assez ouverts sur l'extérieur. Vous pouvez leur poser des questions, vous pouvez échanger avec eux. Ils sont aimables et amiables de manière assez globale. Par contre, à la campagne, ils sont désagréables. Et ça, c'est une vérité. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas du tout les touristes, ils n'aiment pas du tout vous voir. Quand ils vont vous parler, ils vont le faire avec le plus gros mépris qu'ils peuvent avoir. Et franchement, c'est très désagréable. Et quand on en parle avec des gens de la ville, ils me disent que ça peut être lié à l'éducation qu'ils ont reçue. Mais ça n'empêche qu'en Bolivie, on n'a jamais été traité comme ça. Et c'est vrai que c'était quand même franchement désagréable. Pas forcément dans les auberges de jeunesse ou ce genre de choses où ils ont l'habitude d'avoir un peu de monde, mais quand vous allez dans des petits shops et autres, vraiment, on vous méprise et on vous prend de haut, c'est très désagréable. Surtout que les Argentins parlent un espagnol qui est différent de l'espagnol castillan que vous retrouvez en Espagne. Ils le mélangent un peu avec de l'italien, ils enlèvent des lettres, donc des fois c'est compliqué de les comprendre. Vraiment, s'ils parlent un petit peu rapidement, ça peut être vraiment compliqué de les comprendre et pourtant je comprends quand même assez bien l'espagnol, mais il y a des fois où c'est assez bizarre et assez déroutant. Après, de mon point de vue, je trouve que c'est l'espagnol où j'ai eu le plus de mal à le comprendre sur la partie Amérique latine. Autant au Pérou, autant en Bolivie, ça allait, c'était à peu près, je les comprenais assez bien. Autant en Argentine, vraiment eu du mal. Donc bon, à voir sur la suite, mais c'est un point à prendre en compte si jamais vous allez là-bas. Au niveau des activités, beaucoup d'activités à faire. Il y a plein de choses à faire et c'est très nature. Donc, j'ai beaucoup aimé, moi, cette partie-là. Par exemple, comme je disais, vous avez la route 40 qui est très connue aux alentours de Salta. Et donc, nous, pour aller de Salta à San Antonio de los Cobres, on est passé par la route qui est la plus au sud pour aller voir le parc de los Cardones avec des milliers de cactus qui sont juste impressionnants à voir. On s'est arrêté ensuite à Puente del Diablo, qui est une grotte dont il faut normalement être guidé pour aller à l'intérieur, mais vous pouvez aller vous rapprocher des falaises pour voir un petit peu comment ça se passe. Et sur le retour, on a pris la route 51 entre San Antonio de los Cobres et Salta. Et là, c'est une route qui est bitumée, qui est juste magnifique, vraiment avec des paysages qui sont exceptionnels. Et c'est surtout pour ça qu'on a aimé en fait la partie argentine, c'est pour les paysages qu'on a pu voir. Sachant que si vous allez à Tolar Grande comme nous on l'a fait, il faut passer en plein milieu du désert sur une route qui n'existe pas officiellement. Officieusement, vous irez voir les vidéos. Aujourd'hui, c'est une route de terre battue qui est assez bien balisée. Et vous pouvez même aller jusqu'à Ojo de Mar. Et à Ojo de Mar, vous avez en plein milieu d'un désert de sel des algues qui font une couleur qui est juste magnifique. Et donc nous, cette journée, on a quand même beaucoup roulé. On a dû rouler à peu près, je pense, 8 heures, 8-9 heures de route. Mais entre les paysages splendides que vous avez avec des petites collines et de la terre de partout, c'est vraiment exceptionnel. Et c'est Oro des Mars à la fin. Franchement, c'était juste une très belle journée. Au niveau de la Punta Valdés, c'est un endroit pour aller voir globalement les baleines, les éléphants de mer, les manchots. Vous avez Puerto Valdés qui est l'endroit principal où vous arrivez en général en avion. Et après, il faut aller à Puerto Piramides pour les excursions en baleine, sachant que vous avez la péninsule de Valdés qui est l'élément principal sur lequel vous pouvez aller voir les différents animaux. Il faut prendre une voiture, c'est le plus simple pour y aller.
mais allez-y plutôt quand c'est sec, parce que sinon ça sera assez compliqué. Les éléphants de mer, vous pouvez en voir de assez près, des manchots également. Les baleines, vous les voyez d'un peu plus loin, vous pouvez pas vous baigner avec, c'est sur des bateaux. Et comme je disais, je trouve que les prix sont globalement assez chers, mais ça reste des animaux qui sont assez exceptionnels à voir aussi de ce côté-là. On est allé également à Punta del Tombo, qui est plus au sud de Puerto Valdés, et là-bas, vous avez une colonie en fait de manchots de plus de 140 000 individus au dernier recensement, donc c'est assez exceptionnel, vous les en voyez plein, plein, plein. En fonction de la saison dans laquelle vous allez, ils vont être plus ou moins en train de nicher, plus ou moins en train de se reproduire, plus ou moins en train d'avoir des petits, donc c'est juste exceptionnel. Et sur le retour, on s'est arrêté à un endroit où vous pouvez être vraiment très près des éléphants de mer. Donc c'est une partie qui est très nature, très orientée sur la faune. Et si vous aimez ça, il faut absolument y passer, prendre le temps de s'arrêter à l'ensemble des endroits. Vous pouvez passer plusieurs jours sans souci, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Au niveau des parcs naturels, on a beaucoup aimé celui de la Terre de Feu avec la randonnée Ito 24 qui est en bordure du Chili. La plupart des randonnées dans le parc étaient fermées parce qu'on était au début de la saison. La saison va de octobre à mars. Et nous, on était vraiment tout début octobre à ce moment-là. Et donc, tous les sentiers n'étaient pas encore ouverts parce qu'il y avait de la boue, mais il y a des paysages qui sont vraiment très beaux. Il fait assez froid dans cette zone-là en général, donc pensez bien à vous couvrir. Ce que je trouve assez dommage, c'est que le Uber est interdit dans le parc et on n'aimait pas les taxis comme ils nous traitaient là-bas, c'était vraiment assez horrible. Sachant que le combi qui nous a emmenés dans le parc nous a dit qu'il nous récupère à 14 heures et en fait il est jamais passé. Donc on s'est retrouvé à faire du stop en fait à l'intérieur du parc et heureusement, on est tombé sur deux Uruguayens qui ont fini par nous récupérer parce qu'en fait, tous les autres véhicules étaient complètement pleins et qui nous ont ramenés à la ville principale d'Ushuaia. C'est un parc qui est très joli, mais globalement, faites attention si l'après-midi vous avez une excursion de bien prendre du temps de marche parce que si ça se passe comme nous ou la personne ne passe pas du tout, c'est hyper désagréable. J'en ai profité moi pour aller à la Laguna Esmeralda qui est pas très loin du centre d'Ushuaia. J'ai mis 3 heures aller-retour pour la faire, c'est hyper agréable comme marche, c'est vraiment très joli. Je vous conseille vraiment de prendre des crampons, ça se loue à la journée directement dans la ville d'Ushuaia, ça coûte pas très cher et au moins ça vous permettra de monter et de descendre facilement, surtout quand il y a de la neige. Parce que quand vous allez monter, ce sera de la neige, mais quand vous allez revenir, ça risque d'être de la boue. Donc il faut vraiment faire attention à ça. À Ushuaia, on est parti également sur le canal de Beagle avec un énorme catamaran. Vous êtes une centaine de personnes, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de monde. Mais vous allez passer au milieu du canal où vous allez voir le phare qui est extrêmement connu. Vous allez voir également différents animaux. Vous allez avoir une vue de Ushuaia. Nous, c'est vraiment une excursion qu'on a beaucoup aimée, même si on trouve qu'elle n'était pas forcément trop donnée. Au niveau des villes, on a beaucoup aimé Buenos Aires, qui pour nous a fait penser à Madrid en Espagne. C'est vraiment très similaire en termes d'architecture, en termes d'ambiance, en termes de vie. Les quartiers qu'on a préférés, c'est le quartier de la Recoleta. Là, on avait notre appartement. Le quartier de Palermo, qui est également un autre quartier qui est assez riche, avec de belles architectures, avec une belle ambiance. Et par exemple, le marché de San Telmo pour aller manger, qui est juste génial. L'éco-parc où vous avez plein d'animaux différents en plein milieu de Buenos Aires. Vous avez également le jardin japonais où vous avez quand même beaucoup de monde à l'intérieur et je trouve que c'est pas forcément exceptionnel, mais c'est quand même relaxant dans certains coins. Il faut être honnête. Si vous êtes allé au Japon, le jardin japonais va vous paraître globalement assez fade, mais c'est quand même assez cool d'aller le faire parce qu'il est vraiment pas très cher. Et après, nous, on était baladés dans le quartier de la Boca, qui était un quartier beaucoup plus populaire, où là, il y avait juste une super ambiance parce que c'était la demi-finale de la Coupe Libertadores avec Boca Juniors qui jouait le soir même. Et on a rencontré pas mal de monde, on a bu des bières avec eux, on a échangé. C'était juste vraiment très bien, mais c'est là où on voit que le foot, c'est vraiment une religion là-bas. C'est vraiment, et ils le disent de cette manière-là, hein. C'est pas mes mots, c'est vraiment eux qui le disent de cette manière-là. Et c'est vraiment une soupape pour le peuple qui est extrêmement importante. Et on s'est pas senti du tout en danger à ce moment-là. C'était vraiment juste génial. Au niveau de Puerto Madryn, j'avais oublié, mais vous pouvez voir les baleines depuis la plage aux alentours de septembre-octobre. Pensez à prendre des jumelles. Nous, on en a acheté là-bas. On a un petit peu regretté d'avoir oublié d'en amener en avance. Une ville qu'on a bien aimée également aussi, c'est Ushuaia, le centre-ville, qui fait très village de montagne. Alors, vous avez pas des chalets, c'est plutôt des petites maisons, mais le centre du village est très intéressant. Celui de Bariloche aussi est assez joli. C'est des petits villages, il y a deux rues, hein, il n'y a pas grand-chose à aller voir, mais c'est vraiment assez bien comme ambiance. Et fallait qu'on vous en parle parce que du coup, on a quand même pas mal aimé ça.
Au niveau des chutes d'eau d'Iguazu, on a vraiment adoré la partie Argentine parce que vous êtes vraiment très proche en fait des chutes d'eau et vous pouvez même prendre un bateau pour vous rapprocher, vous allez vous faire complètement tremper. Je vous invite vraiment à prendre des parkas pour vous protéger de l'eau. Non, en plus, on était allé un jour où il pleuvait, donc on était vraiment trempé au bout de quelques heures. Mais après, vous avez une passerelle haute pour aller vous balader ou une passerelle basse pour aller vous balader également. Vous n'avez pas forcément les mêmes vues, mais c'était juste très très bien pour en tout cas découvrir cet environnement. Les drones sont interdits là-bas, donc évitez de les faire voler. Globalement, vous avez des panneaux de partout. Je sais qu'il y en a certains qui s'amusent à le faire, mais entre les chutes d'eau et les agents de sécurité, c'est pas forcément la bonne solution. De manière globale, on a trouvé que les activités en Argentine étaient très chères pour les prestations proposées par rapport à ce qu'on avait dans d'autres pays, que ce soit en Bolivie, au Pérou ou autre. Les prestations sont vraiment pas à la hauteur des prix et surtout l'ensemble des agences se mettent d'accord sur les tarifs. Et ça, du coup, c'est hyper désagréable. Il n'y a pas moyen de négocier, il n'y a pas moyen de dire bah, si on prend plusieurs excursions, on prend une marge. Non, non, tout le monde s'aligne pareil et il y a zéro marge de négociation. Du coup, côté tarif, c'est juste, c'est vraiment pas top. Après, au niveau de El Chaten, on a adoré tout ce qui était les différentes marches, le Fitzroy, ou encore Laguna des Torres. Vraiment, si vous aimez marcher, c'est des endroits qui sont juste magnifiques. Et pour le Perito Moreno à El Calafate, c'était très sympa. On a même pris le bateau pour aller se rapprocher, ça vaut le coup, mais c'est quand même globalement assez cher. Prenez quand même de quoi vous équiper pour pas avoir froid dans ces coins-là, parce qu'il peut faire vraiment très froid. Et surtout, pensez à regarder la météo au préalable, parce que la météo change très vite. Et si jamais c'est totalement couvert, bah, ça sera quand même moins sympa. La dernière catégorie, qui est la catégorie autre, où on ne sait pas trop comment classer ces informations-là, on a trouvé qu'il y avait quand même des gros problèmes au niveau de l'argent, ce qui freine vraiment l'économie et ce qui freine les relations aussi avec beaucoup de gens. Parce que quand vous êtes assez tendu pour arriver à récupérer du cash, pour éviter de payer 25 fois le prix normal, bah globalement, vous n'êtes pas dans un bon état d'esprit. Et donc, c'est quand même globalement assez dur. De mon point de vue, et je dis bien de notre point de vue avec Laurine, ne faut pas le prendre mal s'il y a des Argentins qui regardent cette vidéo. Il n'y a rien qui est ouvert le dimanche et les jours fériés, ce qui pour nous est très désagréable, sachant qu'on ne fait pas forcément attention aux jours sur lesquels on est. On est entre du monde et même quand on vivait en Estonie, bah, globalement tout était ouvert en permanence. En Asie, c'est le cas. Et donc là, pour nous, c'était vraiment très désagréable, sachant qu'en plus, les horaires d'ouverture sont très courtes. Euh, Quelques heures le matin, quelques heures l'après-midi. Et on sent que c'est pas des gros travailleurs. Voilà, c'est notre vision des choses, hein. Ne le prenez pas mal les Argentins, mais on peut le comprendre parce qu'effectivement, si en 6 mois vous faites complètement dévaluer votre salaire, vous n'avez pas forcément l'envie d'aller travailler. Mais pour les personnes qui viennent en tourisme, c'est très compliqué de se retrouver à ne jamais rien avoir d'ouvert parce que tout est fermé le dimanche, les jours fériés, sur des horaires. Donc pas très agréable en tout cas de ce côté-là. Pour finir, au niveau de notre voyage de manière plus globale, on a quand même beaucoup aimé l'Argentine pour ses paysages, majoritairement. On a beaucoup aimé Buenos Aires pour la partie ville. Les prix sont ce qu'ils sont, avec les problématiques économiques qu'il y a derrière. Mais globalement, je pense que si on devait y retourner, on ferait à peu près la même chose, mais on profiterait peut-être de rester plus de temps pour la partie nature et passer peut-être un peu moins de temps dans les grandes villes, parce qu'il y a beaucoup plus de choses à faire et c'est quand même beaucoup plus agréable. Maintenant, dites-moi si vous avez besoin d'informations complémentaires que j'aurais pas forcément pensé de vous donner dans cette vidéo. Dites-moi si vous avez une autre vue de l'Argentine, si vous voulez rajouter des informations complémentaires. Pensez à liker, pensez à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!